Hello babies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui vous intéressait beaucoup, que franchement j'avais hâte de vous amener. Je vous avais demandé sur mes réseaux sociaux si ça vous intéresserait que je vous donne des tips et des conseils pour pouvoir se lancer dans la création de contenu. Et franchement j'ai jamais eu autant de messages et de questions concernant ce sujet. Donc franchement on va y répondre étape par étape. On va faire les choses dans l'ordre. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, welcome. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Activez la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu et un commentaire si toutefois vous avez des questions concernant la création de contenu, des idées de vidéos ou peu importe. Sinon on est parti pour cette vidéo. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais commencer par introduire la chose. Être créateur de contenu, c'est un métier. D'accord? Je préfère le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, on a tendance à mettre de côté le fait que ça demande du temps, ça demande de l'investissement financier et ça demande surtout un investissement personnel. Il faut donner de sa personne, il faut pouvoir aller au-delà de la procrastination, de la flemme parce que ça reste un métier. Quand bien même ce soit un métier à la maison, ça soit un métier indépendant, ça reste un métier qui demande du travail. Et on va voir dans cette vidéo quelles sont les étapes pour pouvoir devenir créateur de contenu, par où il faut commencer, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Du coup, dans cette vidéo, je vais clairement vous dire et vous donner des conseils que vous n'avez pas encore entendus. Je vais pas vous dire en fait ce que vous avez déjà entendu. Conseils, on va dire bateau. Que quand vous tapez sur YouTube comment se lancer, vous trouvez en général les mêmes conseils. Ce sont les conseils que tous les influenceurs vous donnent. Moi je suis là pour vous dire en fait ce qu'on ne vous dit pas et ce qui pour moi est important de savoir. Donc on va commencer par le conseil numéro 1 qui n'est autre que l'algorithme. L'algorithme change tout le temps. Quand je parle d'algorithme, je parle des chiffres, statistiques, de la façon dont vous êtes positionné, dont vous êtes référencé en fait sur les réseaux. En fonction de chaque réseau, l'algorithme est différent. L'algorithme de TikTok ne sera pas le même sur Instagram, ne sera pas le même sur Snapchat et sera encore moins le même sur YouTube. Donc le conseil que je peux vous donner par rapport à l'algorithme, c'est vraiment de suivre les tendances et de surtout rester à l'affût. Donc il faut faire ce qu'on appelle de la veille opérationnelle. C'est quelque chose de très important que vous puissiez voir tous les jours, tout le temps, ce qui se passe en fait sur chaque réseau, ce qui fonctionne, ce qui est en vogue, ce qui se passe en fait, comment les créateurs font. Le premier travail d'un créateur de contenu, c'est faire de la veille. Moi, j'emploie les termes techniques parce que c'est exactement ce qu'on voit en communication pour les personnes qui font des études de communication, etc. Pour le coup, c'est quelque chose qui s'adapte aux créateurs de contenu et qui s'adapte d'ailleurs à toutes les entreprises parce que si tu ne vois pas en fait ce qui se passe autour de toi, que ce soit tes concurrents ou des personnes qui sont dans le même monde que toi, en fait tu ne sauras pas comment optimiser ton travail de façon efficace. Donc la première chose à faire, c'est connaître l'algorithme de chacun des réseaux que vous allez utiliser et ça c'est très important. Il faut pouvoir se former de façon régulière et constante à chaque algorithme et évoluer en même temps que les mises à jour en fait. Ce que je pourrais vous dire en numéro 2, c'est de ne pas faire uniquement ce qui vous plaît, mais faites aussi et surtout ce qui marche. Parce qu'on a tendance à dire oui que les réseaux, faut faire uniquement ce qui nous plaît, faut faire ce qui nous passionne, etc. Alors oui, je suis pas là pour dire le contraire de ça parce qu'en soi, moi je fais uniquement des choses que j'aime. Sauf que j'ai appris à faire aussi des choses qui marchent. Ça veut pas dire que je n'aime pas, mais peut-être qu'il y a des choses, en fait il y a des formats de contenu que je fais plus mais que j'aime peut-être un peu moins. On va dire ce sont pas mes préférés. Tout simplement parce que c'est ce qui marche et en fait au début, à nos débuts, on a besoin de faire ce qui marche, ce qui est tendance, ce qui est à la mode. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez rentrer dans l'algorithme et que vous allez commencer à référencer vos comptes. Ça je trouve qu'on le dit pas assez parce qu'on a tendance à s'appuyer sur le fait de oui, tout le monde fait déjà tout donc il suffit de faire ce qu'on aime mais à notre sauce. Oui, mais le problème c'est que si on fait quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus, en soi ça ne va jamais avancer en fait et on ne pourra jamais se faire une place dans le game. On parle très souvent de ceux qui percent d'un coup etc mais on parle pas assez de ceux qui mettent du temps et de ceux qui galèrent, ceux pour qui ça demande beaucoup plus de travail. C'est pour ça que je vous donne ces conseils là. Ensuite, conseil numéro 3, il faut apprendre chaque application.
a l'impression que quand on passe du temps sur les applications, on a l'impression de les connaître, on a l'impression de savoir comment ça fonctionne. Pas du tout. Quand j'étais sur les réseaux de façon lambda, je ne connaissais pas aussi bien les réseaux et leur mode de fonctionnement que depuis que je suis créatrice de contenu. Clairement, j'ai fait énormément de formations, j'ai regardé énormément de tutos, de vidéos YouTube pour savoir comment fonctionnaient les applications, parce que on voit ça comme ça, mais les applications en fait ont énormément d'outils et énormément de paramètres en fait à connaître et à savoir. Et franchement, je trouve que c'est des choses qui sont archi bien développées, mais on n'en parle pas assez parce que le problème c'est que les créateurs ne sont qu'axés que sur ce dont on entend le plus parler en fait et ce qu'on utilise le plus fréquemment, alors que pas du tout. Il y a tellement d'outils, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, plein de choses en fait qui évoluent, et à chaque fois en fait qu'il y a des mises à jour, qu'il y a des nouvelles tendances, etc. sur les applications, ben, en fait il y a des nouveautés mais qui passent à la trappe. Et c'est pour ça que moi depuis peu, par exemple sur TikTok, je m'abonne très souvent à des comptes, on va dire, qui t'amènent les nouveautés des paramètres qu'il y a dans les mises à jour, dans les nouvelles mises à jour au fur et à mesure sur beaucoup de réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui est super intuitif parce que avant de regarder ces vidéos, je ne savais pas en fait à quoi servaient toutes les mises à jour qui étaient faites tout le temps. Et au final, ben, je me suis rendu compte que ça avait vraiment une utilité parce qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent à chaque nouvelle mise à jour et qui passent à la trappe parce qu'on ne les connaît pas et on n'en entend pas parler. Conseil numéro 4. Alors ça c'est un conseil qui est propre à chacun, mais je préfère vous le dire. Ne commencez pas avec du matériel basique. Tout le monde vous dit oui, si vous avez un iPhone, vous pouvez vous lancer comme ça. Moi, je trouve que c'est faux. Alors après, moyennant finance, si vraiment vous n'avez pas les moyens, oui, ça ne pose aucun problème que vous vous lanciez avec votre iPhone ou avec un micro-cravate, etc. C'est pas une fin en soi. Mais moi, je conseillerais en fait, si vous avez la possibilité d'investir ou d'attendre avant de vous lancer pour pouvoir investir, vraiment faites-le. Vous aurez le même problème que moi j'ai eu. Moi, je me suis lancée avec mon iPhone. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, je me suis lancée en 2019 avec les interviews de personnages publics. C'est comme ça que je me suis un peu fait connaître sur les réseaux. Je me suis lancée avec mon iPhone, j'avais à peine un petit micro, je sais même plus quel genre de micro j'avais, mais franchement j'avais du matériel mais basique as fuck. Par rapport à ça, je me renseignais petit à petit sur les caméras, mais je n'étais pas assez informée, pareil, c'était un manque d'information sur le matériel qu'il fallait vraiment avoir et qui était vraiment efficace pour YouTube. Sauf qu'il y a matériel et matériel. Il y a différents styles de youtubeurs dans différents domaines. Ce que les streamers vont utiliser, ce sont pas ce que les vlogueurs vont utiliser, ça sera pas ce que les youtubeuses beauté vont utiliser non plus. Il faut que vous puissiez trouver le bon matériel qui vous correspond, et moi j'ai mis du temps en fait à trouver ça parce que j'ai changé de caméra tellement de fois. J'ai eu ma première caméra, c'était un petit appareil réflexe qu'on m'avait donné. Ensuite j'ai eu le Canon G7X Mark II. C'était une très bonne caméra que d'ailleurs beaucoup de youtubeuses continuent à utiliser, mais les tendances ont évolué, les fonctionnalités des caméras ont évolué, les designs, tout ce qui compose une caméra en fait, tout ça a évolué en fonction des besoins, on va dire, des créateurs de contenu, et ça a fait que ben, j'avais encore changé de caméra. Je suis passée à la Sony ZV-1 et là d'ailleurs je vous filme la vidéo, c'est la première vidéo que je filme avec ma nouvelle caméra, la Sony ZV-10. D'ailleurs je vous ai fait des unboxings sur TikTok, je vous ai fait des unboxings de mon nouveau matériel. En fait ben, le problème c'est que j'ai changé de caméra tellement de fois parce que je n'avais pas trouvé la caméra qui me convenait en fonction de mes besoins à moi. J'avais tendance à acheter une caméra parce que c'était à la mode en fait et parce que c'est ce qui marchait pour tous les autres créateurs, alors que non, c'est la dernière chose qu'il fallait faire. Le souci c'est que moi je suis en recherche constante d'amélioration en termes de qualité et de contenu aussi. Moi j'avais besoin d'une caméra qui en même temps soit petite parce que je me déplace souvent. Pour transporter, il faut que ça rentre dans mon sac, il faut que je puisse la transporter facilement, donc il faut qu'il y ait un petit gabarit, mais en même temps mon goal c'était d'avoir une caméra réflexe pour pouvoir changer mes objectifs, avoir une qualité vraiment parfaite avec les objectifs, et en même temps il fallait que j'ai une caméra qui puisse me permettre d'accrocher un micro sans avoir à attacher le micro, enfin sans avoir de micro cravate, genre avoir à attacher le micro sur mon vêtement ou autre. Enfin en fait moi j'avais plein de caractéristiques que je cherchais dans une caméra. J'avais trouvé ce qui me convenait dans la ZV-1, mais là c'était un souci de qualité parce que le problème avec la ZV-1 c'est que c'est une qualité en fait, et à moins de faire des réglages, je peux pas améliorer la qualité. La différence avec la ZV-10 c'est que c'est une caméra à objectif interchangeable, donc déjà l'objectif il est déjà fourni en fait avec la caméra. Du coup moi en l'occurrence c'était déjà fourni avec la caméra, mais j'ai la possibilité
de changer mon objectif, acheter un autre objectif. Donc j'aurai la possibilité tout le temps de pouvoir changer ma qualité quand je le souhaite, mais je vais toujours garder le même gabarit de ma caméra pour l'aspect vlogging et l'aspect petite caméra. En fait, c'est exactement ce que je cherchais dans une caméra. Les tendances de consommation et les besoins évoluent tout le temps au fur et à mesure que vous serez en recherche constante d'amélioration pour votre contenu. C'est normal en soi que vous changez de matériel et que vous cherchez à upgrade. C'est pas le souci. C'est de pouvoir investir sur du long terme. Le but, c'est pas comme moi de changer de caméra tous les ans, parce que quand tu regardes, j'ai eu 3 ou 4 caméras et ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, donc j'ai environ changé de caméra tous les ans, ce qui est énorme. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Alors moi, je trouve des alternatives, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ou qui pourra trouver des alternatives. Donc ce que je vous conseille en fait, c'est d'investir dès le début pour pouvoir avoir la qualité que vous souhaitez en fonction de vos besoins dès le début, pour éviter en fait au fil du temps d'avoir à changer trop souvent de matériel en fait. Ensuite, 6e conseil que je peux vous donner, et ça va concerner les partenariats. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les marques viennent à vous pour avoir des partenariats. Ça, c'est une idée reçue. Je trouve qu'en fait, on ne le dit pas assez parce que les influenceurs ont tendance à mettre en avant le fait que oui, les marques viennent à elles, ou telle marque m'a contacté, telle marque m'a contacté pour faire la promotion de, alors que très souvent, c'est les marques en fait qui demandent aux agences dans lesquelles les influenceurs sont de pouvoir donner ça en fait à des influenceurs qui correspondent à un certain profil. Il y a ça aussi, il faut pas trop croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Il faut faire attention, mais ce que je peux vous dire, c'est surtout en tant que débutant, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'une marque vienne à vous. Moi, c'est clairement ce que je fais depuis le début. 70% des collaborations que j'ai eues depuis que j'ai commencé les réseaux, c'est moi qui ai démarché les marques parce que j'avais envie de travailler avec ces marques-là, tout simplement. En fait, il faut aller au culot. Et le souci, c'est que ça fonctionne, j'ai l'impression, beaucoup plus lorsqu'on attend que les marques viennent à nous ou que l'agence dans laquelle on est nous propose des collaborations avec des marques. Parce qu'en vrai, vous ne savez pas comment la marque va évoluer, vous ne savez pas comment vous allez évoluer non plus, si vous aurez l'opportunité plus tard de travailler avec cette marque-là pour X raisons. Si à un instant T, vous avez envie de travailler avec une marque, n'hésitez pas à démarcher la marque. Il faut quand même avoir une certaine confiance en soi parce que il faut que vous puissiez croire en votre travail et que vous ayez confiance en qui vous êtes et en ce que vous proposez. Ça, c'est vraiment pas à négliger parce que dans tous les cas, si vous allez vers une marque et vous n'avez pas confiance en vous, vous n'êtes pas sûr de ce que vous pouvez apporter à la marque, ça va se voir et dans tous les cas, votre proposition sera refusée. Moi, je sais que j'ai démarché des marques et en fait, c'est ma personnalité, mon contenu, le format que je proposais et puis surtout professionnalisme qui a vraiment attiré et retenu les marques à moi, qui fait que j'ai pu travailler avec des marques qui généralement travaillent avec des influenceurs qui ne sont pas du tout à mon échelle. Franchement, c'est une chance. J'ai quand même l'audace et l'ambition et je me dis, ben, si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Donc je dis, même si je prends des refus, et j'en ai pris des refus, j'en ai pris énormément pour être honnête. On a tendance à attendre en fait que les marques viennent à nous ou que les choses se fassent, mais si c'est ça, vous allez attendre longtemps et vous risquerez peut-être de passer à côté d'opportunités parce que si vous envoyez ne serait-ce qu'un DM à la marque et puis elle vous répond oui, ben vous aurez tout gagné en fait. Ensuite, 7e conseil et pas des moindres, évitez le plagiat. J'en vois des vertes et des pas mûres sur les réseaux, vraiment. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas là pour me mettre dans une sauce ou quoi que ce soit. Même ce que font les autres ne m'intéresse pas, dans le sens où je me concentre sur mon évolution. Maintenant, il y a énormément de plagiats qui se font sur les réseaux. Après, j'ai envie de dire c'est normal parce qu'on fait tous la même chose vu qu'on suit tous les tendances. Maintenant, il y en a qui arrivent à se démarquer plus que d'autres et à apporter leur touche personnelle en fait. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui font du plagiat, qui s'en rendent compte ou non, qu'ils le font de façon volontaire ou non. Quand vous allez trop copier ou trop essayer de refaire ce que font d'autres, vous allez tomber dans le plagiat. Donc déjà, vous vous mettez en porte-à-faux parce que le plagiat, c'est interdit et en plus de ça, ben, la personne peut porter plainte. En plus, ben, vous perdez en crédibilité auprès de votre communauté. On verra que ce n'est pas votre vraie personnalité, ce ne sont pas vos vraies idées, ce n'est pas votre vrai contenu. Surtout si vous plagiez sans créditer la personne d'où vient cette idée, donc c'est encore pire. Ça a déjà fait l'objet de nombreux buzz et énormément de youtubeurs en tête qui ont lancé des concepts et qui ont eu des bad buzz par rapport à d'autres youtubeurs qui plagient. Et ça vraiment, je trouve que c'est dommage parce qu'en vrai, il y a de la place pour tout le monde et on peut tous
tout faire en fait. Et on peut faire la même chose en soi parce que c'est déjà ce qui se passe quand les vlogs sont à la mode, tout le monde fait des vlogs. Maintenant, il y a des façons de faire en fait. Et surtout quand vous prenez l'idée de quelqu'un, il faut vraiment que ce soit pas tourné au plagiat parce qu'en fait, ça se voit mais très vite. Ça va plus vous porter préjudice à vous qu'à la personne. Enfin, vous allez pas en gagner des bénéfices en fait, c'est sûr. Et puis même, les gens vont le remarquer à un certain moment, donc ce sera pas intéressant pour vous. Ensuite, conseil numéro 8 que je peux vous donner, c'est de baser votre communauté sur qui vous êtes et non sur ce que vous voulez devenir. Mettez en priorité l'authenticité. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, lorsqu'on se lance sur les réseaux, surtout au début, on a tendance à s'identifier à beaucoup de personnes. Comme je disais précédemment, on peut souvent tomber très vite dans le plagiat. Donc en fait, on a tendance à s'identifier et à s'inspirer de beaucoup de personnes. Ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut devenir vite toxique dans la mesure où vous allez baser votre communauté sur ce qui vous plaît, sur ce que vous aimez voir, mais ça sera pas forcément ce que vous êtes. Je sais que moi, c'est un problème que j'ai eu au début et pour mes abonnés qui me suivent depuis un moment, vous avez un petit peu suivi la crise identitaire que j'ai eue sur les réseaux et en fait c'était par rapport à ça, c'est parce qu'en fait je m'identifiais trop à ce que j'aimais et à ce que je voulais devenir en termes de créatrice de contenu et ça s'éloignait totalement de qui je suis vraiment. Et pour le coup, quand je me suis rendu compte de ça et quand je me suis recentrée sur qui je suis, sur mes valeurs, sur ma personnalité en fait, ça a commencé à se voir dans mon contenu et j'ai commencé à recevoir des messages tout aussi différents du style t'as grave changé, t'es beaucoup plus rayonnante maintenant, enfin j'aime trop ton contenu, t'es plus dynamique, t'es plus souriante, parce qu'en fait je faisais des choses mais comme un robot en fait, je faisais parce que j'aimais voir, donc je reproduisais dans l'espoir que ça me fasse entre guillemets percer, alors que pas du tout. C'est pas la solution en fait. Faut vraiment que vous soyez dans une optique d'authenticité dans votre contenu, que vous soyez vous-même. Il faut que vous puissiez mettre en avant votre personnalité dans le contenu que vous allez créer et c'est comme ça que vous allez devenir ce que vous voulez être et non pas en essayant de baser votre communauté en fait sur ce que vous voulez ressembler, parce que le problème c'est que votre communauté elle évolue avec vous. Donc quand vous allez évoluer, admettons vous vous remettez en question, du jour au lendemain vous changez pour X raison, en fait votre communauté elle va changer de la même manière ou alors elle va se détacher de vous et c'est à vos risques et périls en fait. Donc je pense qu'il faut baser sa communauté sur l'authenticité. Votre communauté elle vous ressemble et elle évoluera avec vous, donc il faut qu'elle puisse être comme vous en fait, vous ressembler au maximum pour qu'elle puisse évoluer à votre image en fait. Conseil numéro 9 et pas des moindres, maximisez vos présences sur les plateformes. Aucune plateforme de création de contenu n'est à négliger. Ne vous restreignez pas, ne vous mettez pas dans une case. Pareil, je l'ai fait au début et c'est pas à votre avantage parce que les tendances évoluent. Ce que vous aimez aujourd'hui, c'est pas ce que vous allez aimer demain. À un moment donné, ça va bloquer en fait. Donc maximisez vos chances. Essayez en fait de vraiment avoir une ouverture au niveau des réseaux. Maximisez en fait vos chances de pouvoir développer une grande communauté. Donc pour ça, il faut vraiment être présent sur le maximum de réseaux. Alors après, je ne vous dis pas de vous surbooker de travail. Là n'est pas le but. Il faut vraiment pas que vous arrivez à être débordé et à ne pas savoir gérer. Déjà les 3 réseaux sur lesquels je suis vraiment le plus présente, c'est déjà compliqué, mais par exemple TikTok j'avais arrêté pendant un moment et en fait je me suis dit que c'était vraiment pas la bonne solution d'arrêter TikTok parce que c'est le réseau social qui est le plus en vogue et qui fonctionne le mieux maintenant, beaucoup plus qu'Instagram. Donc en fait j'ai trouvé une alternative pour pouvoir retourner sur TikTok et pouvoir faire le contenu que j'aime, pouvoir rebalancer mon algorithme etc. parce qu'en soi TikTok c'est le réseau qui marche le mieux, donc si je ne suis pas sur TikTok en soi je vais développer ma communauté certes, mais ça peut peut-être prendre plus de temps parce que tout le monde est sur TikTok mais c'est pas tout le monde qui est sur Instagram maintenant et encore moins tout le monde qui regarde des vidéos YouTube. Donc pour pouvoir toucher un maximum de personnes, il faut pouvoir maximiser vos chances en étant sur une plateforme en fait, et puis même ça vous crée une ouverture, ça vous crée des possibilités. Et enfin le dernier conseil et pas des moindres, c'est qu'il faut diversifier vos contenus. C'est super important parce que la tendance, c'est comme les artistes, j'ai remarqué, on a tendance à faire un artiste par exemple rentrer dans une case. Quand on voit qu'il y a un son à lui qui a buzzé et que genre on voit qu'il est doué pour ça, tout de suite ça sera un artiste tant.
Et quand il va faire autre chose, ben ça va pas fonctionner parce qu'on l'aura mis dans la case comme ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, les créateurs de contenu c'est la même chose. Il faut que vous puissiez habituer votre communauté en fait dès le départ à voir tout de vous. Parce que si aujourd'hui vous faites que des vidéos make-up admettons, demain vous aurez plus envie de faire des vidéos make-up, ben vous allez perdre en audience parce que vous aurez basé votre communauté sur ça. Ça revient au conseil précédent que je disais, il faut que votre communauté en fait, vous puissiez baser votre communauté sur qui vous êtes. Aujourd'hui ce que vous aimez et ce que vous faites ne sera pas forcément ce que vous allez aimer, ce que vous allez faire demain. Donc il faut que vous puissiez en fait diversifier au maximum votre contenu déjà pour toucher un maximum de personnes et pour faire augmenter en fait votre communauté au maximum et en plus pour que vous puissiez en fait proposer différents formats, différents types de contenu pour le coup pour que ça puisse intéresser différentes personnes. Et moi je trouve que ben, déjà c'est la base en soi. Ça va vous permettre aussi de ne pas rentrer dans une case et de ne pas décevoir en fait certaines personnes si demain vous décidez de changer ou si d'adopter un nouveau type de contenu, un nouveau format. Donc en fait moi je pense que pour le coup là ce sont les 10 conseils fondamentaux en fait que j'aurais pu vous donner pour vous lancer dans la création de contenu. Pour moi ce sont les 10 basiques qu'on ne vous dit pas mais qui sont super importants à savoir. Là je vais répondre à vos questions parce que vous m'avez posé des questions sur Instagram concernant la création de contenu. Première question, sur quoi faut-il vraiment investir? Comme j'ai dit précédemment, il faut vraiment investir sur son matériel parce qu'en soi vous n'avez pas besoin d'investir sur vous dans le sens, alors attention quand je dis vous n'avez pas besoin d'investir sur vous, c'est que oui il faut donner de votre personne, il faut pouvoir par exemple si vous avez un CDI à côté, il faut pouvoir trouver un juste milieu. L'investissement est fondamental surtout dans le matériel parce qu'en soi tout le reste vous pourrez le faire, que ce soit investir sur vous-même, dans les formats, le temps etc. Enfin ça c'est quelque chose qui est à votre portée dans la mesure où vous devez être organisé. Mais ce qui n'est pas forcément à votre portée et qui nécessite je pense plus d'attention c'est l'investissement au niveau du matériel. Après ça dépend de vous parce qu'on n'a pas le même train de vie, on n'a pas les mêmes capacités, donc en vrai il faut que vous puissiez en fait adapter ce sur quoi vous devez investir et tout ce que je vous ai dit précédemment en fonction de vos problématiques à vous et de votre situation à vous. Maintenant je pense à mon avis qu'il faut vraiment beaucoup investir, il faut s'attendre aussi à beaucoup investir dans du matériel parce que c'est un investissement constant. Ensuite, deuxième question, quel logiciel utilises-tu pour tes contenus sur téléphone ou sur PC? Alors, faut savoir que moi je fais beaucoup moins de montage, voire plus du tout sur téléphone parce que je suis pas du tout à l'aise. Déjà par rapport à mes yeux, ben, c'est trop petit. En fait, l'écran est trop petit malgré que j'achète des téléphones, enfin les plus grands en fait à chaque fois. Mais ça reste toujours trop petit en termes de montage et je trouve que c'est pas précis faire du montage au doigt, surtout quand t'as des ongles. Les 3/4 de l'année, c'est insupportable. Donc du coup, moi je fais mon montage que sur PC. Mais si vous savez que vous êtes quand même à l'aise sur téléphone ou sur tablette, je peux vous conseiller les applications comme CapCut. Ça c'est une application vraiment un peu plus poussée. Il y a iMovie aussi, c'est l'application Apple pour le montage à la base, mais c'est vraiment pour débutants. Apple Movie, faut pas que vous preniez ça, comme une application sur du long terme parce qu'il y a vraiment le strict nécessaire sur Apple Movie. C'est vraiment pour apprendre les bases moi que je l'utilisais. Beaucoup de youtubeurs, influenceurs l'ont utilisé. C'est vraiment pour les débuts. Je vois qu'il y en a qui l'utilisent toujours. Le problème c'est que ça fait pas un montage professionnel je trouve. Donc franchement iMovie pour débuter. Il y a InShot aussi sur téléphone. C'est vraiment pour débuter parce que ça pareil ce sont des applications qui à un certain moment vont vous poser problème quand vous serez en recherche d'évolution. Vous aurez envie d'un montage différent, de nouvelles transitions, de nouvelles polices d'écriture. Là ça, il y a CapCut. CapCut c'est déjà beaucoup plus avancé, c'est sur quoi les TikTokers font leur montage aussi. Ça c'est déjà beaucoup mieux en termes de montage. Maintenant c'est bien sur téléphone ou tablette, mais pareil CapCut, enfin moi j'utilise pas ça sur PC, j'utilise autre chose. En tout cas c'est les trois que je connais et que j'ai utilisé, donc voilà. Après sur PC moi j'utilise Final Cut Pro et je pense que les 3/4 des youtubeurs utilisent Final Cut aussi. Enfin pas que des youtubeurs d'ailleurs, mais c'est la base. Final Cut c'est le logiciel de pro pour les montages vidéo. Voilà, il y a Premiere Pro aussi pour ceux qui ont la suite Adobe. Alors le problème avec Premiere Pro c'est que ça fait partie du pack Adobe, donc soit avoir le pack Adobe, soit acheter le logiciel. Pour ceux que c'est en fait c'est un logiciel que j'ai testé mais je trouve qu'il est beaucoup trop compliqué, il y a trop de choses en fait et l'agencement du logiciel en fait, l'interface, je trouve que c'est vraiment très compliqué surtout pour les débutants à comprendre. La prise en main est assez difficile. Ça c'est vraiment Premiere Pro, je dirais que c'est un logiciel
que vont utiliser les filmmakers, les vidéastes, ce genre de personnes, les réalisateurs. Pour moi, c'est vraiment un logiciel que ces gens-là vont utiliser parce que c'est archi compliqué. Mais pour les youtubeurs, créateurs de contenu, Final Cut Pro, c'est parfait. Il y a aussi Filmora Wondershare que j'ai utilisé pendant un moment, pendant 1 an et demi, je crois. Et ça, j'aimais plus. Et pareil, c'est vraiment basique. Enfin, c'est déjà un peu mieux que iMovie. C'est moins bien que Final Cut, en vrai. Ensuite, comment tu arrives à démarcher pour tes partenariats? Ben, du coup, comme je vous ai dit précédemment, la plupart du temps, je vais vers les marques. Et très souvent, j'envoie un DM expliquant que je suis créatrice de contenu, que la marque m'intéresse parce que je ne vais pas mentir, je ne vais pas démarcher des marques juste pour démarcher des marques. En général, je démarche des marques que j'aime, que je connais depuis longtemps ou non et que j'ai vraiment envie d'essayer. Pour moi, qui sont des marques qui ont une image en fait, qui ont une identité et qui surtout ont un contenu intéressant en fait, qui vendent des produits ou des services qui m'intéressent. Car maintenant, je n'ai jamais promotionné des marques qui ne m'intéressaient pas juste pour avoir des partenariats. Ça n'existera jamais. Je préfère ne pas en avoir. Ça ne fait pas partie de mon éthique. Donc, du coup, voilà. Mais je démarche en me présentant déjà, en disant que je suis créatrice de contenu. Ensuite, il faut aussi envoyer le Media Kit. En fait, c'est votre CV. Pour la faire courte, c'est le CV des influenceurs. Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Faut au moins avoir un petit fichier. Si vous n'avez pas de Media Kit, faut au moins avoir un petit fichier avec lequel vous avez vos anciennes collaborations ou vos vidéos, vos contenus qui ont le plus marché pour pouvoir avoir quelque chose à proposer en fait à la marque, quoi. Un peu comme votre CV, c'est vraiment ça. Ensuite, prochaine question, on m'a demandé les salaires. Alors déjà, c'est même pas une question, on m'a mis salaire. En termes de salaire, alors en fait, ça dépend. En vrai, de toute façon, vous savez que les influenceurs... Moi, je ne suis pas rémunérée la plupart du temps. Les collaborations ne sont pas payées la plupart du temps. Pourquoi? C'est un choix de ma part. Parce que j'ai envie, en fait, d'évoluer en même temps. En fait, j'estime pas pour l'instant avoir un niveau qui me permette de toucher des rémunérations énormes. Donc après, ça dépend des collaborations. Bien évidemment, ça dépend des collaborations. Et ça dépend de la façon dont la collaboration a été faite. Si c'est moi qui ai démarché la marque ou si c'est la marque qui m'a démarché. La plupart du temps, quand c'est les marques qui me démarchent, oui, les collaborations sont rémunérées. Mais quand c'est l'inverse, non. Dans la mesure où la contrepartie qu'ils me donnent, en fait, me convient. Donc, par exemple, quand c'est avec Buck, que vous voyez sur mes réseaux, enfin sur mon Instagram, vous avez vu que je fais des collabs avec Buck. Mais Buck, ce sont des vêtements de marque qui, à la base, coûtent assez cher. Donc, du coup, pour moi, c'est une sorte de rémunération parce que c'est comme si j'avais... Enfin, oui, c'est comme si, bon, on me donne des vêtements de marque gratuits, quoi. Donc, ça a quand même un coût. Et en soi, pour moi, c'est une sorte de rémunération. Pareil pour Fashion by Mo, ce sont des vêtements qui coûtent assez cher et que pour le coup, moi, j'ai de façon gratuite. Donc, on va dire que c'est une sorte de rémunération. C'est pas vraiment du gifting parce que le gifting, on n'est pas obligé d'en parler en fait. La différence avec les collaborations lambda, c'est que le gifting, quand une marque t'envoie des cadeaux comme ça, enfin des produits comme ça s'appelle du gifting, mais tu n'es pas obligé en fait d'en parler et de faire du contenu autour de ça. Là, moi, j'ai une certaine obligation, mais on va dire que ma rémunération, c'est ça. Et je préfère fonctionner comme ça dans la mesure où lorsque j'atteindrai une audience et une échelle qui me permettra vraiment de fixer des tarifs et des trucs, là oui, c'est un choix personnel parce que j'ai envie d'évoluer en fait petit à petit et là je préfère encore être dans la phase d'investissement. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de collaborations non plus et que je préfère me concentrer sur la qualité que la quantité. Maintenant les salaires ça varie en fonction de chaque influenceur, en fonction des plateformes aussi, en fonction du contenu que tu fais, en fonction du temps que ça prend. Donc je dis pas que toutes les collabs que je fais ne sont pas rémunérées, mais ça dépend. Collab, ça dépend de comment c'est fait, ça dépend de format, ça dépend de la plateforme sur laquelle c'est posté. En fait, ça dépend de plein de choses et forcément ta rémunération dépend de tes abonnés, de ton engagement. En fait, il y a tout ça à prendre en compte pour le salaire. C'est pour ça que les salaires, ça dépend vraiment de chaque influenceur, comment vous travaillez au niveau de vos collabs. Ensuite, prochaine question. Donc on m'a dit pour le coup tout, mais on peut start les applis de montage par exemple. Du coup, j'ai déjà répondu pour les applis de montage. Pour revenir sur les applis, je vous conseille de directement prendre ce qui est le mieux. Après, si vous savez que vraiment vous êtes nul et que vous n'avez jamais fait de montage, oui, commencez par les applis basiques, iMovie, etc. Mais si vous savez que vous avez déjà fait du montage, que vous avez déjà eu une prise en main et tout, franchement, prenez Final Cut direct parce que en vrai, vous allez changer de logiciel de montage, vous allez peut-être en acheter, ça sera pas rentable. Ensuite, prochaine question, que faut-il faire
pour bien démarrer et qu'avons-nous obligatoirement besoin pour débuter? Donc ce qu'il faut faire pour bien démarrer, ça c'est une bonne question. Déjà il faut être organisé, surtout si vous avez un travail à côté. Si c'est pas quelque chose que vous faites à temps plein, les réseaux, il faut que vous soyez organisé, il faut que vous ayez une deadline, il faut que vous sachiez en fait où vous allez dès le début, il faut que vous puissiez savoir en fait où vous allez orienter votre contenu. Ça c'est très important parce qu'il ne s'agirait pas non plus de partir dans tous les sens et de faire tout juste pour tout faire. Il y a ça aussi. Voilà, il faut être bien organisé, il faut avoir une deadline, il faut être régulier. Ça c'est difficile parce que aucun créateur n'est régulier, c'est très rare, c'est devenu très rare, quasiment aucun créateur n'est régulier. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est apprendre la régularité, c'est vraiment ça. Après si vous êtes quelqu'un de régulier de nature, vous allez vous en sortir, il n'y a aucun souci. Maintenant c'est vraiment très important la régularité. Ensuite, prochaine question, comment franchir le palier des 1000 abonnés? Alors vraiment je suis très mal placée pour donner des conseils en termes de franchir les paliers d'abonnés parce que ça varie en fait. Moi je trouve que ça varie, il y a des périodes où tu vas prendre beaucoup d'abonnés, et puis c'est tellement aléatoire. C'est pour ça que je vous disais au début de bien connaître vos algorithmes parce que c'est compliqué en fait quand tu connais pas ton algorithme et qu'en plus de ça tu stagnes. En fait c'est dur, c'est compliqué. Donc franchir les paliers en vrai ça peut être aléatoire. On sait déjà que bon TikTok par exemple c'est un algorithme super aléatoire, tu peux percer avec une vidéo qui a rien à voir avec ce que tu fais. Donc en fait comment passer des paliers en termes d'abonnés? Je dirais qu'il faut avoir de la régularité parce que c'est que comme ça qu'on va attirer de l'audience. Et pour pouvoir monter en abonnés, monter en palier, il faut pouvoir avoir une audience constante, il faut pouvoir avoir un bon engagement qui va avec vos statistiques, il faut avoir beaucoup d'interactions avec les abonnés, etc. Et je pense aussi qu'il faut il faut que votre contenu en fait puisse toucher un maximum de personnes qui vont venir s'abonner aussi en fait. Donc ça revient à ce que je disais, il faut pouvoir vous diversifier en termes de contenu pour attirer en fait le maximum de personnes. Question suivante, est-ce que tu as un tableau de bord décrivant du compte Insta et de ton style pour les marques? Donc ça s'appelle un media kit. Et oui, je suis censée en avoir un, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps à faire et que je n'ai pas encore fait. Voilà, tout simplement. Et oui, c'est indispensable d'en avoir. En fait, c'est comme un CV. C'est plus simple d'avoir un media kit parce que lorsqu'une marque va vous contacter pour une collab, au lieu d'envoyer vos contenus, d'envoyer des captures, ce genre de choses, ou d'envoyer des photos, enfin oui, des captures de vos statistiques, etc. C'est plus simple en fait d'envoyer votre media kit puisqu'il y a tout dessus en fait. Il y a vos précédentes collaborations, vos contenus qui ont le mieux marché, les réseaux sur lesquels vous êtes présent, vos statistiques. Si vous n'en avez pas pour les débuts, c'est pas grave, mais au fil du temps, il faudra en avoir un. En plus, ça fait plus professionnel auprès des marques. Ouais, donc je crois que c'est tout pour les questions. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En fonction du nombre de questions qu'il y aura, je verrai si je vous réponds carrément en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux Instagram et TikTok. Ou si je vous fais en fait une partie 2 de cette vidéo, dites-moi d'ailleurs si vous voulez une partie 2 de cette vidéo. Je ferai une partie 2, comme ça, bon on continuera à parler, à développer. Donnez-moi vos avis aussi en commentaire sur ce que j'ai dit, s'il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses que vous auriez aimé approfondir aussi. On peut éventuellement le faire dans une partie 2, surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire tout ça aussi en commentaire, à vous abonner, activer la cloche. Et nous d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.